Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette très belle salle de fête que la mairie du 15e arrondissement met à notre disposition. On a toujours beaucoup de plaisir à être ici pour cette conférence qui est devenue annuelle de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Donc je vais vous faire une petite introduction rapide sur la Fondation. Je sais qu'il y a des gens qui la connaissent déjà dans la salle, mais il y en a peut-être qui la découvrent. Donc je suis Valérie Desplanches, je suis présidente et cofondatrice de cette fondation qui est sous l'égide de la Fondation pour la recherche médicale et que j'ai créée avec l'association Endomind, qui est une association de patientes nationale, en janvier 2021. Et cette fondation, elle est au service des patientes. Elle a été créée par les patientes et pour les patientes avec une mission qui est d'accélérer la recherche sur l'endométriose. C'est vraiment une organisation unique en France et en Europe. Il n'y a pas d'autre organisation qui est dédiée au soutien de la recherche, organisation privée, au soutien de la recherche sur l'endométriose en France et en Europe. Cette fondation, très rapidement, elle adresse un peu tous les points difficiles sur le chemin de la recherche pour l'endométriose. Le premier point, c'est l'information, la sensibilisation, parce que finalement, si on ne parle pas de la pathologie, heureusement, on en parle de plus en plus, mais si on n'en parle pas assez, les chercheurs ne s'y intéressent pas, les professionnels de santé non plus, le grand public n'a pas d'information, et on s'est fixé vraiment comme objectif de devenir une référence en contenu médical et scientifique et aussi vulgarisé pour tous les publics. Donc vous pouvez trouver sur le site de la Fondation énormément d'informations, on a des articles thématiques, on fait des posts sur les réseaux sociaux pour éviter de trouver des choses qui sont pas toujours des choses commerciales, souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, et qui sont souvent pas vraies. Et donc on essaie d'apporter des informations sur ce qui est vraiment validé scientifiquement. La conférence aujourd'hui, c'est la 4e conférence de la Fondation. On l'a faite la première année, on s'est rendu compte que pour tout le monde, c'était intéressant de savoir ce qui se passait un peu sur le front de la recherche de l'endométriose. Et on a décidé de faire cette conférence de façon annuelle. Donc on a d'autres sujets. Vous avez sur vos chaises un leaflet qu'on a réalisé avec le soutien du laboratoire Organon et qui traite des comorbidités, donc les maladies qui sont associées à l'endométriose. C'est un sujet qu'on a choisi parce qu'en fait, il est mal connu, et même auprès des professionnels de santé, on ne sait pas qu'il y a souvent des pathologies comme la migraine, la fibromyalgie, des allergies, des maladies auto-immunes, etc., qui sont associées à l'endométriose. Et on a décidé de faire ce contenu pour informer tout le monde et pour alerter sur, effectivement, il y a de la prévention où quelquefois on se dit, mais finalement, c'est dans ma tête parce que j'ai mal ici, j'ai mal là, c'est pas possible. Non, il y a des vraies pathologies qui sont associées aussi à cette pathologie de l'endométriose. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième sujet sur la chaîne de la recherche que nous avons décidé d'adresser, c'est de générer plus de science et plus de ce que j'appelle de la friction scientifique, notamment multidisciplinaire. L'endométriose, ça a été pendant très longtemps le sujet et la chasse gardée des gynécologues. C'est très bien, c'est évidemment leur sujet, mais pas que. Il y a plein d'autres spécialités qui doivent travailler sur l'endométriose et on a décidé d'aller chercher d'autres experts. Un des exemples, c'est une collaboration avec l'Institut Curie autour des mécanismes qui peuvent être communs entre cancer et endométriose. C'est pas du tout un cancer, l'endométriose, mais il y a des mécanismes communs. Et on a monté une collaboration de 3 ans avec l'Institut Curie et le projet a été présenté à la conférence l'année dernière. Autre sujet scientifique, le microbiote, on va en parler aujourd'hui. On a décidé effectivement de mettre des experts européens multidisciplinaires autour de la table pour nous aider à réfléchir à comment on pouvait faire avancer ce sujet scientifique des liens entre microbiote et endométriose, parce que c'est la piste pour plus tard trouver des thérapies non médicamenteuses autour du microbiote pour résoudre ou en tout cas aider sur les symptômes de l'endométriose. Autre sujet qui est le cœur évidemment de la Fondation aussi, c'est le financement des projets. On lance des appels à projets. On a lancé un 5e appel à projet cette année. Et cette année, on a décidé de le faire autour de la douleur des patientes pour être au plus près des préoccupations des femmes qui sont atteintes. Et donc, le comité scientifique travaille cette semaine sur le sujet. On a reçu 16 candidatures qui sont examinées par des experts. Il y a des réunions en ce moment pilotées par Marina Gvaskov avec des experts aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en Écosse, en France, etc. pour examiner ces projets et nous faire une recommandation des projets les plus intéressants à soutenir, les plus innovants et qui peuvent apporter des éléments pour aider les patientes, évidemment. J'insiste sur ce sujet parce que c'est important, le financement de la recherche. On a quelquefois l'impression que faire un don, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais en fait, on a besoin de financer la recherche. Les financements de la Fondation sont des financements d'amorçage.
Et c'est souvent des projets, ce qu'on appelle des preuves de concept, qui sont initiés par des chercheurs qui ont vraiment une hypothèse intéressante, mais qui ont beaucoup de mal à trouver des financements. On les aide en leur donnant des financements d'amorçage et derrière, ça peut leur donner accès à des financements plus importants. C'est vraiment là où se situe la Fondation, c'est un peu ce pied à l'étrier pour aider des chercheurs à aller chercher derrière des financements plus importants et des projets évidemment plus importants. Donc on parlera de l'Andorron, il y a des mécènes aussi dans la salle et je sais qu'il y a des donateurs et j'en profite pour les remercier parce que ce soutien nous est précieux et c'est ce qui nous permet de faire avancer aussi la recherche. Autre élément, quand on suit un petit peu ces différents points le long de la chaîne de la recherche, c'est tout ce qui est l'excellence scientifique. Et dans les projets qu'on reçoit, on s'aperçoit que quelquefois, les chercheurs ils peuvent pas tout savoir sur tout, et qu'on a décidé de les aider. Et on a créé ce qu'on a appelé une Summer Endo Academy, qui a eu lieu la première au mois de juillet cette année, où on a réuni 25 des chercheurs qui sont soutenus par la Fondation, et on les a accompagnés sur l'intelligence artificielle, comment ça peut les aider dans leur quotidien de chercheurs, où aller chercher des financements, comment monter des dossiers de financement, les biostatistiques, comment je construis une étude clinique, etc., pour les aider encore une fois à avoir des projets qui ont le plus de chances de réussite possible. Et puis tout à la fin, il y a la transformation de la recherche, et ça prend du temps évidemment, c'est des années, mais en solutions thérapeutiques ou diagnostiques. Et là encore, on a un écosystème autour de la Fondation qui nous accompagne et qui accompagne les chercheurs et qui permet à certains moments de dire mais finalement nous on pourrait donner un coup de main, on pourrait transformer cette solution, cette recherche ou ce résultat de recherche en solution thérapeutique. Voilà juste quelques mots autour de la Fondation pour vous dire un petit peu ce que l'on fait. On peut peut-être passer sur le... Maintenant, je vais vous annoncer le programme. Et donc, on fait intervenir des chercheurs. Alors, donc, ça y est, je vous ai fait l'introduction. Une des thématiques qu'on a choisies cette année, c'est l'utérus, parce que l'utérus, dans l'endométriose, il fonctionne pas tout à fait normalement. Et on essaie de comprendre pourquoi cet utérus dans l'endométriose, il ne fonctionne pas normalement. Donc on a demandé à deux chercheurs que je vais appeler, qui sont le docteur Léa Roux, qui est à Rennes, et Nicolas Chevalier, qui est chercheur au CNRS. Et c'est important, et vous verrez, on a des binômes comme ça de chercheurs fondamentaux et de chercheurs en recherche clinique, parce que ça aussi c'est la chaîne de la recherche. La recherche fondamentale, c'est comprendre, émettre des hypothèses, et la recherche clinique, c'est intervenir pour trouver les solutions. Donc tous les deux vont s'efforcer de vous parler de leurs projets de recherche qui sont extrêmement innovants pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de cet utérus qui se contracte de façon anarchique. Et derrière, si on comprend mieux, évidemment, ça ouvrira la porte vers des solutions. Donc Nicolas et Léa, vous pouvez venir. Ensuite, deuxième sujet, le microbiote. Là encore, j'en ai parlé tout à l'heure. Un sujet qui nous semble extrêmement intéressant. Donc, deux chercheurs, là encore, un chercheur fondamental et une clinicienne viendront vous parler du microbiote. Et pourquoi le microbiote? Qu'est-ce qui se passe dans l'endométriose? Parce qu'on commence à avoir des informations sur ce sujet. On parlera également de la recherche participative. On le fait tous les ans parce que c'est important que les patientes participent à la recherche. Et là, on le fera sur deux sujets. Un sujet épidémiologique qui est la cohorte compare et un autre sujet qui est le French Gut, qui est le microbiote des Français. Et puis ensuite, parce qu'on a souvent la question, on parlera des filières, comment sont organisées les prises en charge de l'endométriose en France aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas encore assez d'informations autour de ça et on a une coordinatrice de filière qui viendra présenter le fonctionnement des filières. Donc je vous propose qu'on commence et je vais laisser la parole à Nicolas donc sur la contractilité de l'utérus et sur son projet de recherche. Bonsoir à tous, merci Valérie, merci beaucoup pour cette invitation. Donc notre projet de recherche porte sur la contractilité utérine et notamment la dyscontractilité dans les pathologies qui sont l'endométriose, l'adénomiose et les dysménorrhées. Donc pour commencer, on va essayer de comprendre comment marche la contractilité utérine chez la femme saine pour avoir un point de référence, pour mieux comprendre la pathologie. Donc ce qui est important de comprendre dans un premier temps, c'est que l'utérus est essentiellement un grand muscle. Ici, vous avez une coupe histologique de l'épaisseur d'une des parois utérines. Tout ce que vous voyez en noir, c'est du muscle lisse. Donc c'est un muscle qui est autocontractile, qu'on ne peut pas actionner par la simple volonté. Donc tout ceci va se dérouler de manière subconsciente. Et vous voyez sur cette image, on a environ 80% de la paroi utérine qui est du muscle, l'endomètre,
qui est à droite ici représente juste une fraction. La séreuse est à gauche. Si on regarde en comparaison, le deuxième muscle lisse du corps humain, c'est le côlon. Il ne mesure que 3 mm contre 25 mm pour l'utérus. Donc on a un facteur 10. Donc le myomètre l'emporte de loin. Pourquoi est-il si épais? C'est évidemment la grossesse. Au cours de la grossesse, le myomètre va être amené à se distendre énormément. L'embryon va passer de la taille d'un grain de riz à celle d'une pastèque, grosso modo. Et donc, si on fait un calcul simple, en considérant que l'utérus est juste un ballon de baudruche qui va se distendre, on peut prédire qu'il va passer de 25 mm à 3 mm, 2 mm en fin de grossesse. Donc, on retombe sur des épaisseurs similaires à celles du côlon. Donc, c'est ces 2 mm qui vont nous être nécessaires pour pouvoir avoir le travail d'accouchement et l'expulsion, si vous me permettez le mot, du nouveau-né. En réalité, on a une certaine prise de poids du myomètre au cours de la grossesse, en l'occurrence d'un facteur 3, on va finir avec 6 mm d'épaisseur à la fin de la grossesse. Alors, pourquoi a-t-on 25 mm d'épaisseur de myomètre au cours de la grossesse? Pourquoi finalement on ne part pas toujours à 6 mm et l'utérus croîtrait au cours de la grossesse? C'est un choix de l'évolution. Probablement les grossesses à l'époque étaient beaucoup plus séquentielles qu'aujourd'hui. Et c'était un compromis énergétique de se dire je ne vais pas reconstruire tout le myomètre à chaque grossesse, je vais garder une certaine épaisseur même en dehors de la grossesse. Mais donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a une énorme force potentielle en dehors de la grossesse. Et quelle forme prend-elle? Est-ce que toute l'épaisseur est impliquée? Non. Par ultrasons, aujourd'hui, on arrive à voir que c'est juste la partie interne du myomètre qui va être contractile. Je vais demander à la régie de lancer cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, ici c'est accéléré en x10. Si vous regardez bien le film, c'est essentiellement la région autour de la ligne centrale, qui est la lumière de l'utérus, qui va se contracter, et pas les régions périphériques. Donc, cette zone du myomètre interne, on peut également l'imager en IRM. Elle apparaît sous la forme d'une bande noire qu'on appelle la zone jonctionnelle. Donc ça, c'est un concept très important quand on parle de contractilité utérine. Alors ces contractions du myomètre sont entièrement similaires à celles qu'on peut observer dans l'intestin, par exemple. À nouveau, est-ce que la régie peut lancer le film vert, s'il vous plaît? Ici, vous avez un intestin de souris. Alors, ce qu'on voit de manière luminescente, c'est le calcium qui se propage à l'intérieur du muscle lisse. Ces ondes contractiles, essentiellement, ce sont des ondes électriques qui se propagent au sein d'un syncytium de muscle lisse. On va retrouver exactement le même type d'ondes électriques dans le myomètre. C'est le film à droite, s'il vous plaît. On peut imager au laboratoire. On retrouve le même type d'onde et c'est cette onde électrique qui va donner lieu à l'onde contractile. On parle de péristatisme. Alors, les premières réalisations de la contractilité de l'utérus non gravide datent des années 20 environ, où on a commencé à développer des méthodes de manométrie. Donc, on va insérer des sondes de pression à l'intérieur de la cavité utérine et on a pu enregistrer les graphiques que vous voyez ici. En fonction du temps, on voyait qu'il y avait une variation de la pression à l'intérieur de l'utérus. Depuis, les gens ont mesuré ça systématiquement au cours du cycle de règles de la femme, du cycle menstruel. Et essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un pic de pression au moment des menstruations. On va atteindre jusqu'à 100 mm de mercure, et ça va croissant au cours du cycle jusqu'aux menstruations pour pouvoir les évacuer. Ensuite, grâce à l'IRM et aux ultrasons, on a pu avoir également accès aux données de direction de ces ondes. Est-ce qu'elles vont du fond de l'utérus vers le cervix, le vagin, ou en sens inverse? Et ça dépend de la phase du cycle. C'est ce qu'on voit sur le graphique au milieu. Vous avez au milieu l'ovulation, et on voit que le pourcentage d'ondes qui vont en sens rétrograde, c'est-à-dire du cervix vers le fond de l'utérus, pique au moment de l'ovulation. De même, la fréquence des ondes péristatiques pique au moment de l'ovulation. Et ça, on peut le voir distinctement sur ce film à droite,
s'il vous plaît, la régie, qui a été obtenue récemment par un groupe aux Pays-Bas. Donc vous voyez cette pompe péristatique, et donc ces données ont permis d'établir le fait que ces ondes jouent un rôle sur la remontée des spermatozoïdes au moment de l'ovulation pour les amener jusqu'à la trompe de Fallope et ultimement jusqu'à l'ovule. Alors, dans la pathologie, tout cela est dérégulé. Tout d'abord dans les dysménorrhées, donc ça, ce sont des données anciennes, on sait depuis maintenant plus de 75 ans que la dysménorrhée est associée à une surpression, une surcontractilité. Ici, vous pouvez voir sur ce graphique qu'on atteint des pressions qui vont jusqu'à 250 mm de mercure. Donc on est à un facteur 2,5 fois plus que le physiologique. Et ces pics de pression sont le plus souvent accompagnés de douleurs. C'est-à-dire que chaque pic de pression ne va pas correspondre à une douleur, mais en revanche, chaque épisode douloureux correspond, lui, bien à une contraction utérine. Et sur ce point, les expériences du professeur Bautran à l'hôpital Paris-Saint-Joseph sont très démonstratives. Il injecte du Botox à l'intérieur du myomètre pour pouvoir calmer les contractions, et ça a un effet radical sur les sensations douloureuses. Dans l'endométriose, on a également des données de manométrie. Vous pouvez voir les chiffres ici qui sont parlants. Les pressions basales, les pressions pics atteintes et les fréquences sont toutes 2 à 3 fois supérieures dans l'endométriose que chez les femmes contrôle. De plus, le groupe de Leyendecker en Allemagne a pu montrer par IRM que le sens de propagation normale des ondes péristatiques était perturbé. On avait des ondes qui étaient rétrogrades au moment des menstruations, par exemple, et donc ça c'est un des mécanismes fondamentaux de pathogénèse de l'endométriose, c'est qu'on va avoir un mécanisme qui va refouler les débris menstruels à l'intérieur de la cavité utérine en passant par les trompes de Fallope. Et ça, c'est une théorie ancienne, c'est la théorie de Sampson qui l'avait déjà suggérée il y a maintenant près d'un siècle. Dernier point important, c'est que dans ces 3 pathologies, on va voir un surépaississement de la zone jonctionnelle. Donc ici, vous avez un des cas les plus démonstratifs, c'est l'adénomiose, où l'épaisseur de cette zone jonctionnelle est utilisée pour le diagnostic. À 90% de chance, on sait qu'une zone jonctionnelle supérieure à 10 mm correspond à de l'adénomiose. Mais c'est également le cas dans les autres pathologies, l'endométriose et les dysménorrhées. Donc ceci nous amène vers une explication relativement simple, même si incomplète, de cette surcontractilité, c'est qu'il y a plus d'épaisseur de muscles impliqués dans les contractions de ces femmes par rapport au contrôle. Donc, au laboratoire, dans le projet qui est soutenu par la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, on s'applique à 2 choses. L'une, c'est d'accélérer les protocoles pour comprendre la contractilité utérine de l'utérus non gravide. Donc pour cela, on récupère des débris opératoires d'hystérectomie, donc des opérations d'ablation de l'utérus à l'hôpital Paris-Saint-Joseph, et on va récapituler la contractilité de ces échantillons, mais au laboratoire, ex vivo, on dit. Donc typiquement, dans une machine comme celle que vous voyez à gauche, on peut accueillir jusqu'à 4 échantillons, et on a 4 capteurs de force qui vont mesurer au cours du temps les variations de tension dans l'échantillon. Donc ça, c'est la méthode classique. On a innové avec une méthode dans une plaque à 96 puits que vous voyez à droite ici, où on regarde optiquement les contractions. Est-ce que vous pouvez lancer le film? Vous voyez la contractilité d'un des morceaux dans un puits. Voilà. Oups, ça a sauté. Alors, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais chacun des morceaux va avoir une contraction et on va juste suivre optiquement l'évolution de son nerf au cours du temps. Et le fait qu'on ait 96 puits va nous permettre d'avoir un facteur 20 sur le débit d'échantillon qu'on peut passer. Donc typiquement, vous avez à gauche le résultat de la méthode classique, à droite le résultat de la nouvelle méthode qu'on propose et qu'on est en train de peaufiner et pour soumettre à publication bientôt.
Et ça nous permet de tester énormément de substances, 20 fois plus que dans la méthode classique, notamment l'effet d'hormones, de tester des mécanismes fondamentaux de la contractilité utérine qui est mal connu en dehors de la grossesse, mais également des premières molécules prometteuses éventuellement thérapeutiquement, des myorelaxants tels que le salbutamol ou l'atosiban. Deuxièmement, on s'attache à essayer de mieux comprendre l'origine de cette contractilité de la zone jonctionnelle. Donc pour ça, on a lancé un essai où on va prendre des bandes de myomètres qui vont de la séreuse à l'endomètre. On était curieux de savoir, est-ce que ex vivo, on observe que c'est juste la zone de myomètre interne qui se contracte, donc qui serait la zone à droite. Alors vous l'avez peut-être vu en passant sur le film, sinon je vais demander à la régie de le repasser, s'il vous plaît. Voilà, donc vous voyez que ex vivo, c'est pas du tout que la zone jonctionnelle à droite qui se contracte, c'est l'ensemble du morceau. Donc on a pu le mesurer, c'est le graphe que vous voyez à droite. Et donc comment expliquer cela? Une de nos hypothèses vient des observations sur l'innervation de l'utérus. On a trouvé que cette innervation est centripète, on a plus de fibres nerveuses qui viennent de l'extérieur de l'utérus vers l'intérieur. Et on pense que cette innervation est inhibitrice, c'est-à-dire qu'elle a tendance à stopper les contractions naturelles du muscle à l'intérieur du myomètre. Ce qui ferait que si elle inhibe la partie externe, il ne reste in vivo que la contractilité du myomètre interne. Et donc ceci suggère une première piste d'explication pour l'hypercontractilité, c'est qu'on pourrait avoir un défaut nerveux, par exemple, qui ferait que cette zone de contractilité s'étendrait au-delà de la limite habituelle, impliquant une plus grande épaisseur de muscle. En tout cas, ce qui semble définitivement important pour comprendre l'endométriose, c'est le fait que le nombre de cycles menstruels sans conception a augmenté drastiquement au cours du siècle dernier, notamment l'âge des premières règles se situe aujourd'hui à 13 ans. Il faut savoir qu'en 1850, on était à 17 ans, donc en un siècle et demi, ça a reculé de 4 ans. L'âge au premier enfant recule, lui, il est aujourd'hui approximativement à 30 ans. Donc c'est d'autant plus de probabilité que l'endomètre puisse être refoulé à l'intérieur de la cavité abdominale et qu'on puisse avoir le développement de pathologies de ce type. Donc notre axe de recherche se situe à la fois dans la compréhension de l'origine de cette hypercontractilité avec des pistes hormonales et nerveuses, dans le traitement, si on trouve des molécules qui peuvent spécifiquement inhiber la contractilité du myomètre, et finalement dans le diagnostic, où on essaie de développer une méthode de manométrie qui soit moins invasive, qui ne soit pas intra-utérine. Voilà, tout ça est en cours. Je vous remercie pour votre attention. Et pardonnez-moi, je tiens à remercier tout d'abord Émilie Huon, que vous avez vu en photo tout à l'heure, qui est doctorante et qui a mené une grande partie des travaux que je vous ai présentés dans la deuxième partie, et tous mes collaborateurs à l'hôpital Paris-Saint-Joseph et au CNRS. Merci. Merci Nicolas. Le docteur Léa Roux, maintenant, va présenter la partie innervation de l'utérus. Bonjour à tous. En effet, moi, je vais vous parler de l'innervation de l'utérus dans l'endométriose, l'innervation globale dans les pathologies douloureuses. Et donc, forcément, je vais vous parler un petit peu d'anatomie également. Et je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de notre projet. Donc l'endométriose, vous êtes ici parce que vous savez à peu près tous en quoi ça consiste. C'est une pathologie qui est assez fréquente, qui est une pathologie inflammatoire, chronique, hormonodépendante. Un des principaux symptômes, en tout cas, qu'on retrouve en consultation, c'est la douleur. Et c'est là-dessus que nous, on a fait développer notre recherche. Alors, il y avait déjà des études qui avaient été portées sur l'anomalie d'innervation en endométriose, mais aucune d'entre elles n'avait été faite sur des pièces entières d'hystérectomie chez l'humain. Il semblerait quand même qu'ils avaient
commencé à trouver notamment une anomalie d'innervation au niveau du myomètre, donc du muscle utérin, et des nodules d'endométriose qui se développent le plus souvent le long des nerfs. Mais on n'avait pas vraiment de lien de cause à effet, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas vraiment expliqué pourquoi une patiente avec un tout petit nodule va avoir une endométriose très parlante au niveau de la douleur, et d'autres chez qui on va faire une célioscopie pour autre chose. On va tomber sur une endométriose extrêmement floride et qui finalement est très peu symptomatique. Donc c'était le premier postulat qu'on a eu pour commencer notre recherche. Avant de vous parler de tout ça, je voulais refaire un point d'anatomie un petit peu global. Donc ça c'est, je sais pas si on m'entend bien, ça c'est une coupe du pelvis féminin comme coupée sur le côté. Donc on voit en arrière, tout en arrière, on a l'os, le rectum, l'utérus avec le vagin et la vessie en avant. Donc on voit que tous ces organes ils sont assez intriqués les uns avec les autres. Et tout autour de ça, on a un espèce de voile qu'on voit ici en marron. C'est comme si vous vouliez faire un gros chantier de rénovation chez vous, que vous mettez une bâche sur tous vos meubles, sur vos murs, même votre plafond. Et ben, ça correspond un petit peu à ce tissu-là qui va englober tous les organes au niveau du pelvis. Et donc, comme le disait Nicolas tout à l'heure, un des postulats de l'endométriose, c'est que chez toutes les patientes, quand on a nos règles, on a un petit peu de sang qui reflue au niveau des trompes et qui finissent dans la cavité abdominale. Et donc, en toute logique, avec la gravité, ils se retrouvent dans les points les plus déclives, donc entre la vessie, l'utérus, entre l'utérus et le rectum. Chez les patientes qui ont de l'endométriose, elles vont avoir, pour plein de raisons que j'évoquerai pas forcément maintenant, c'est cette partie du sang qui va, au lieu de se résorber tout seul, rester à ces endroits-là, faire des nodules d'endométriose. Et donc, tous les mois, elles vont être réalimentées, puisque tous les mois, on va avoir les règles. Et comme je le disais, c'est une maladie qui est hormonodépendante, puisqu'on sait que les œstrogènes ont des facteurs pro-inflammatoires. Donc, ces nodules-là, ils ont déjà une faculté inflammatoire. L'endométriose, c'est une maladie qui s'auto-entretient, puisqu'on sait qu'il va avoir une neuroangiogénèse, ça veut dire qu'il va avoir une production de neurones, de nerfs et de vaisseaux qui vont amener des molécules inflammatoires également. Et dans le cycle de la femme, il y a des œstrogènes qui sont donc pro-inflammatoires. Donc tout ça, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, pardon. Et donc, tout ça, c'est bien joli, mais il nous manque un élément assez crucial pour comprendre, c'est OK, et l'innervation, ça se trouve où? Donc on a ce schéma-là qui est assez complexe. On connaît les gros nerfs, le nerf sciatique, qui sont des nerfs assez imposants dans le corps, par exemple. Et dans le pelvis, on a un réseau de nerfs, notamment qui se trouve ici. C'est vraiment un maillage nerveux, comme une carte de géographie, qui se trouve vraiment sur les côtés de l'utérus, qu'on appelle notamment le plexus hypogastrique inférieur, qui va innerver la vessie, l'utérus, le rectum. Et donc, on comprend que ce réseau nerveux est assez complexe, et donc une anomalie d'innervation sur un organe va pouvoir jouer sur les deux organes qui sont adjacents, puisqu'ils ont le même point de départ d'innervation. Donc ça, c'est un schéma qui est assez complexe, et j'ai voulu simplifier un petit peu pour comprendre vraiment comment ça se passait. Donc, on va donner l'exemple, par exemple, d'une patiente ou d'un patient qui a une appendicite. Donc, le premier message va être ici. Le corps va envoyer un message à la première boîte aux lettres, comme une lettre à la première boîte aux lettres, qui est donc le neurone, qui va capter cette intention de message pour l'emmener au centre de tri principal, le système nerveux central, le cerveau, en passant par plein de chemins. Il y a plein de chemins qui sont possibles, et donc il va y aller plus ou moins rapidement. Le centre de tri au niveau du cerveau va classer, c'est une poste qui a la possibilité de dire si elle renvoie le courrier au destinataire ou pas. Donc elle peut dire ce message-là vraiment est complètement inutile, je n'en fais rien, je le délivre pas. Ou bien ce message est important, notamment pour protéger le patient, donc je vais le redélivrer au bon destinataire. Et donc, il reprend sa petite route par plein de réseaux différents, et puis il arrive à donner son message clair qui est « Ok, il se passe quelque chose au niveau de l'appendice, probablement son message va être « Ça fait mal, je vais aller consulter parce que j'ai mal », et donc c'est un système de défense que le corps humain a réussi à déployer. C'est la partie qu'on retrouve
à gauche, ça c'est la partie physiologique chez tout le monde, les personnes en l'occurrence qui n'ont pas de douleur chronique. Et je rajouterais que sur son petit chemin, le postier, il va trouver des feux rouges et des péages qui, en plus du système nerveux central qui trie les informations, va aussi pouvoir nous dire ce message-là vraiment est complètement inutile, je l'envoie même pas au cerveau ou je le stoppe avant qu'il soit renvoyé au destinataire parce que vraiment ça n'a pas d'intérêt, pour notre survie en tout cas. Chez des patientes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, comme 41% chez des patientes qui ont de l'endométriose, elles vont avoir ces contrôles-là qui sont un petit peu modifiés. Elles vont avoir notamment en périphérie un seuil de tolérance qui est un petit peu plus bas parce qu'il y a aussi une hyperexcitabilité au niveau des neurones. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un peu plus de neurones et tous ces neurones, ils vont être là pour capter plein de messages, notamment d'inflammation. C'est un petit peu comme l'image de la petite fille qui vous toque en permanence sur l'épaule. On laisse pas passer le message, mais au bout d'un moment, ça nous saoule, ok, qu'est-ce que tu veux? Et donc là, le message passe au cerveau. Et donc le cerveau, il a aussi une capacité de mettre en mémoire ce message-là et de le ressortir à des moments qui sont parfois inopportuns, voire même d'amplifier sa réponse. Et c'est un peu comme le voisin qui toque à la porte avec insistance, qui tambourine pendant, mettons, une matinée entière. Quand il revient le lendemain et qu'il toque une fois, vous sortez le bazooka, quoi. Donc, le cerveau, il fait pareil. Il se dit, là, la prochaine fois qu'on me dérange, j'envoie tout. Et parfois même, quand il n'y a pas forcément de gros stimuli, il va quand même envoyer une réponse qui est complètement désadaptée. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Il trie plus aucun message, il balance tout ce qu'il a comme information, et puis on est complètement submergé et ça fait des douleurs un petit peu aberrantes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on connaît en partie parce qu'il y a encore des zones d'ombre. Et nous, on s'est dit, bon, très bien, on a ça dans l'organe pelvien en général, dans les organes pelviens en général, dans les douleurs chroniques, mais qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de l'utérus? Est-ce qu'il y a plein de petites postes différentes? Est-ce qu'il y a des boîtes aux lettres spécifiques? Est-ce qu'il y a des messages spécifiques qui sont passés dans l'endométriose? Et c'est le sujet de notre étude. Donc on a pris des patientes qui avaient donné leurs organes, dans des dons d'organes, on a récupéré leur utérus. C'était considéré comme des patientes saines qui n'avaient pas de douleur en tout cas connue, pas de douleur chronique connue. Et on a comparé leur innervation purement utérine à des patientes qui ont eu des hystérectomies pour des douleurs d'endométriose, pour une pathologie d'endométriose. Et donc on a comparé leurs deux innervations. Déjà, d'un premier intérêt était que l'innervation utérine pure, même chez des patientes saines, on la connaît très peu, alors qu'on connaît extrêmement bien l'innervation de la prostate chez l'homme dans tous ses recoins, le moindre détail. Dans l'utérus, c'était un peu moins précis. Donc on a pu retrouver des analyses qui étaient concordantes avec ce qu'on avait trouvé sur des analyses de parties d'utérus, c'est-à-dire que l'innervation est plutôt latéro-cervicale, c'est ce qu'on a ici ou là, avec le col qui est noté ici, et qui se loge, la plus grosse partie de l'innervation se loge au niveau de la partie interne du col et de l'isthme, et notamment dans le myomètre, ce qui rejoint un petit peu ce que Nicolas disait tout à l'heure, c'est que le myomètre a une grosse importance présumée dans ces douleurs utérines, ces douleurs de contraction. Et donc on s'aperçoit que c'est vraiment un réseau extrêmement complexe dans la modélisation de cette douleur et dans la perception de cette douleur joue un rôle certain. On a également fait on a reconnu que chez les patientes qui ont de l'endométriose sans adénomiose, elles avaient une innervation beaucoup plus floride que les patientes qui ont de l'endométriose avec de l'adénomiose. Et c'était quelque chose qui commençait à être décrit dans les articles, que l'adénomiose, les patientes ont un peu moins d'innervation dans leur utérus. Pourquoi? C'est des choses qu'on n'a pas encore tout à fait élucidées, et c'est donc l'objet de la poursuite de notre étude, c'est qu'on a encore plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais plus on comprend l'anatomie de cette innervation, plus on se dit qu'on va pouvoir apporter des clés et notamment des traitements un peu plus précis, puisque mieux on connaît cette pathologie, mieux on connaît ses tenants et aboutissants, et plus on aura de traitements adaptés pour toutes les formes de symptômes. Et donc en conclusion, je voulais insister sur le fait que l'endométriose, c'est une pathologie complexe qui est là pour plein de raisons. Il n'y a pas qu'une seule raison liée à l'endométriose. Et également,
les douleurs pelviennes, et les douleurs pelviennes chroniques s'installent pour plein de raisons. Et donc, en effet, ce que disait tout à l'heure Valérie sur ce qu'on retrouve parfois sur Instagram, l'hystérectomie n'est pas forcément la seule solution, et pas forcément la bonne solution, puisque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec les grands schémas, c'est une pathologie qui est pelvienne, une pathologie qui recoupe un peu le système nerveux dans sa globalité, et donc enlever simplement l'utérus ne va pas forcément résoudre tous les problèmes, pas dans tous les cas en tout cas. Et donc c'est vraiment un traitement qui est multimodal, et nous, notre étude apporte des réponses sur un traitement qui serait ciblé au niveau de l'innervation myométriale et l'innervation spécifique qu'on retrouve dans l'utérus. Voilà, merci beaucoup. Merci bien. Un grand merci à tous les deux, parce que c'est pas toujours facile d'expliquer des choses qui sont extrêmement complexes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très encourageant, ce type de recherche. La Fondation soutient aussi 2 autres projets autour de l'utérus, et notamment de la contractilité de l'utérus, avec d'autres angles d'approche sur les tissus vraiment endométriosiques pour comprendre cette contraction. Et un autre sujet qui est plus axé sur l'adénomiose, pour essayer de comprendre effectivement les problématiques de fertilité dans l'adénomiose. Donc au moins 4 projets soutenus par la Fondation autour de, du dysfonctionnement de l'utérus. Donc merci à vous, et plein de courage pour la suite, parce que évidemment ces projets ont des suites et ne s'arrêtent pas là. Merci beaucoup. Je vais demander aux autres intervenants de me rejoindre maintenant sur scène. On va approcher cette fois-ci le sujet du microbiote et de l'axe intestin-cerveau notamment. Donc là encore, deux cliniciens et un chercheur en recherche fondamentale. Donc le docteur Claire Cardaillac, qui exerce à Nantes, qui est chirurgienne gynécologue. Le docteur Fabien Wustenberg, lui, qui est gastro-entérologue. Donc vous voyez aussi que on va aborder ce sujet des problématiques digestives en lien avec l'endométriose. Et Patrick Vega, qui est directeur de recherche à l'INRAE et qui est en charge du French Gut. Donc je vais leur laisser la parole. Donc ça, c'est un trio, c'est pas facile dans le temps qui est imparti, de plus en plus dur. Donc je vous laisse la parole, le sujet est passionnant. Merci beaucoup pour cette invitation et l'occasion de présenter le microbiote et le French Gut que j'aborderai plus tard. Alors j'ai la lourde responsabilité d'introduire le sujet microbiote en quelques minutes. Alors si vous voulez bien, on va commencer rapidement, si j'arrive à passer les slides. Voilà, avec une question que j'aimerais adresser à l'auditoire. Selon vous, combien de bactéries vivent sur vous ou en vous ? Il y a 4 réponses possibles, 38 millions, 38 milliards, 38 000 milliards ou 3,8 millions. Alors je vais faire un sondage rapidement en main levée. Les personnes qui pensent que c'est la réponse A, levez la main. Réponse, vous avez raison, c'est pas la bonne réponse. La réponse B, très bien. La réponse C, très bien. La réponse D, parfait. Je pense à vue d'œil, vous aviez choisi la réponse C en majorité. Donc c'est effectivement 38 000 milliards de bactéries vivent sur nous et en nous. Et en fait, c'est le nombre de cellules que nous avons aussi dans notre corps. Donc autrement dit, nous sommes à la fois microbiens et humains. Et en fait, il y a un léger avantage aux microbes, puisque si on regarde le nombre de gènes portés par nos microbes, on a 600 000 gènes qui représentent finalement 25 fois plus de gènes que notre propre génome. Donc il y a un léger avantage aux microbes, donc nous sommes un peu plus microbiens que humains. Alors ces microbes, on les trouve partout, sur notre peau, dans notre bouche, dans nos poumons et bien évidemment dans les cavités utérines, dans le vagin et dans l'intestin. C'est l'intestin, c'est là où on va retrouver la plus grande concentration de microbes de notre corps. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est mais finalement pourquoi on cohabite avec ces bactéries ? Pourquoi finalement, d'un point de vue évolutif, on n'a pas choisi un chemin qu'on serait tous stériles finalement ? Donc la question que je vous pose, c'est à votre avis, est-ce que ces bactéries finalement sont là pour nous rendre malades ? Est-ce que ces bactéries, réponse B, sont là, elles vivent avec nous mais elles n'ont pas d'utilité particulière ? Réponse C, est-ce qu'elles vivent avec nous dans une relation de coopération ? Ou réponse D, elles nous parasitent ?
Donc ceux qui pensent que c'est la réponse A, levez la main. Réponse B, levez la main. Réponse C, levez la main, merci. Et la réponse D, merci. Donc effectivement, c'est la réponse C, on vit en relation de symbiose. Alors qu'est-ce que c'est que la symbiose et qu'est-ce que c'est qu'une relation de symbiose? J'ai pris cet exemple du poisson-clown et de l'anémone pour l'illustrer. Le poisson-clown se réfugie, il va vivre dans les tentacules de l'anémone. C'est un lieu pour lui de protection, puisque l'anémone va produire un venin qui va être toxique pour les prédateurs du poisson-clown. Le poisson-clown va être immunisé contre ce venin grâce au mucus qu'il produit à sa surface. Donc il va être tolérant finalement à ce venin. Et en échange du service rendu par l'anémone, le poisson-clown va manger les parasites et manger les restes des repas de l'anémone. Donc il y a un service rendu pour un service offert, donc c'est vraiment une situation de donnant-donnant, on va dire. Et vous voyez qu'il y a un mécanisme de tolérance. La relation qu'on a avec nos microbiotes est la même. On a une relation de symbiose, de partenariat, et on a développé des mécanismes de tolérance à nos microbes. Sans ces mécanismes-là, on serait en constante inflammation. Or, on tolère nos microbes. Et ces tolérances, cette cohabitation avec nos microbes, cette symbiose, elle a eu lieu tout au long de l'évolution pendant plus de 3 millions d'années. Le truc, c'est qu'il y a quelques centaines d'années ou quelques dizaines d'années, on a changé les règles du jeu. Aujourd'hui, on est en train de changer durablement notre relation qu'on a avec nos microbes en introduisant des facteurs qui vont perturber la symbiose. Et qui sont dus à notre industrialisation, à nos modes de vie modernes. La pollution de l'air, la mauvaise alimentation, les additifs alimentaires, les antibiotiques utilisés en excès, des pratiques médicales comme la césarienne, ou notre mode de vie, le mode de vie stressé, sédentaire, sont des facteurs qui vont remettre en cause l'équilibre qu'on a de vie entre nous et nos microbes, et qui va amener à des dysbioses. Alors, ces facteurs vont perturber le microbiote. La question, c'est est-ce que finalement, ces perturbations du microbiote vont être à l'origine de l'augmentation incontrôlée de certaines maladies chroniques, que l'on appelle aussi de maladies de civilisation. On constate tous, et on a peut-être tous dans notre entourage, des personnes qui ont des maladies qui autrefois n'existaient pas, les rectocolites hémorragiques, les maladies de Crohn. Ce sont des maladies qui, il y a plus d'un siècle, étaient très très rares, et aujourd'hui on en a de plus en plus, les maladies de cœliaque et ainsi de suite. Donc, ce sont des questions sur lesquelles la communauté scientifique qui travaille sur le microbiote vont s'en emparer. Le microbiote français, le French Gut, va essayer d'apporter sa pierre à ces questions-là. Et bien évidemment, les sujets, je vous indiquerai comment participer au French Gut, puisque c'est un sujet de sciences participatives, va pouvoir faire avancer cette recherche. Dans le French Gut, on s'intéresse, et l'endométriose n'est pas encore sur cette liste-là, c'est un sujet qui va émerger, qu'on veut lancer dans le French Gut. D'ailleurs, l'étudiante qui va commencer à travailler sur ce sujet est ici, donc Lindsay Goulet, je la remercie, et vous pourrez la voir au stand French Gut derrière. Donc on s'intéresse également aux personnes qui tomberont malades ou qui sont malades, mais on s'intéresse aussi aux personnes qui sont en bonne santé et pour qui la qualité de vie est altérée. Puisque être en bonne santé, ce n'est pas juste ne pas être malade, c'est aussi avoir un bien-être physique et mental. Et parmi les altérations de la qualité de vie des personnes non malades, les symptômes digestifs sont assez importants, et c'est là où je passe la parole à mon collègue Fabien. Merci Patrick. C'est logique au niveau du microbiote intestinal de penser qu'il peut y avoir un lien avec la santé digestive. Alors la réponse vous est donnée directement, mais je voulais vous demander lequel des troubles digestifs bénins était le plus fréquent dans la population. Bon, c'est la constipation fonctionnelle. Donc dans ces troubles intestinaux, on parle de troubles bénins, on appelait ça anciennement des troubles fonctionnels digestifs, maintenant on parle de DICI, des désordres de l'interaction intestin-cerveau, on y reviendra juste après. Alors les frontières sont un petit peu floues entre différentes pathologies. Ici je vous ai mis le schéma pour justement montrer que finalement c'est un peu un continuum, ces différents troubles, avec des patients qui vont avoir plus des troubles du transit, constipation, diarrhée ou alternance des deux, et des patients qui vont déjà un petit peu plus comme dans l'endométriose avoir un problème douloureux chronique associé ou non à ces troubles du transit. Quand c'est le cas, on parlera de syndrome de l'intestin irritable. Et puis il y a des patients qui ont des ballonnements prédominants qui sont un petit peu différents. Les troubles du transit, nous on les définit dans les troubles fonctionnels surtout sur base de la
consistance des selles. Bon, il y a différentes définitions, on pourrait prendre la fréquence ou des choses comme ça, mais nous, ce à quoi on s'intéresse, c'est surtout la consistance. Donc, on utilise l'échelle de Briston en pratique. Et les gens qui ont des selles de type 1-2, donc des petites billes toutes dures ou des selles dures craquelées, ont des selles de type constipation. Et ceux qui ont des selles plutôt molles déchiquetées ou liquides ont des selles de type diarrhée. Ces troubles digestifs, en fait, ils sont très fréquents en population. Déjà, quand il y a des critères pour une maladie, donc on parle de ces fameux DICI, c'est à peu près 40% de la population qui a ces troubles intestinaux, un peu plus quand on prend aussi les troubles digestifs hauts. Il peut y avoir des chevauchements d'ailleurs entre les deux. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis le petit camembert ici, c'est qu'il y a des études qui montrent de plus en plus qu'il y a une partie de la population finalement qui a aussi ces troubles-là sans avoir forcément des critères de maladie, donc ils ne sont pas malades, ils n'ont pas un intestin irritable ou une constipation chronique, mais quand même, quand on leur pose des questions, ils disent que de temps à autre, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, ils peuvent quand même avoir des petits troubles digestifs. Et puis, il y a ceux qui ne se plaignent de rien. En bas, vous aviez le petit schéma pour vous prouver la bonne réponse sur la constipation fonctionnelle, donc c'est environ 12% de la population française. Ces symptômes dans les troubles fonctionnels comme ça, ils sont souvent déclenchés par soit l'alimentation, 2/3 des cas, notamment dans l'intestin irritable, ou des facteurs liés au stress. Et souvent, il y a aussi des détresses psychologiques chez ces patients. Il y a des études qui ont montré que ce n'était pas forcément ça qui était préexistant au développement des troubles, mais que ça pouvait être aussi bidirectionnel et qu'une partie de ces patients, à force d'avoir des troubles chroniques, aussi développaient soit de l'anxiété, soit de la dépression. Et nous, quand on a une patiente finalement qui a de l'endométriose qui nous consulte avec ces symptômes digestifs, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, j'ai pas mis toutes les possibilités, mais les choses les plus importantes qui nous viennent en tête. Évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une atteinte digestive de l'endométriose? Heureusement, c'est finalement ce qu'on retrouve le moins souvent, mais c'est l'illustration en haut à gauche. Donc, c'est un petit nodule d'endométriose dans le haut du rectum. Souvent, c'est une atteinte recto-sigmoïdienne. On peut penser, Patrick l'a dit, tout ce qui est rectocolite ou maladie de Crohn. C'est un exemple sur la droite en endoscopie où on voit un rétrécissement du côlon lié à une maladie de Crohn qui touche le côlon. Et heureusement, la plupart du temps, en fait, c'est plus des troubles fonctionnels qui sont associés à l'endométriose. Et donc, on a des examens qui restent normaux, qui ne sont pas forcément d'ailleurs obligés à être réalisés selon l'appréciation du médecin. Et c'est l'image en bas à gauche d'un intestin normal. Je passe la parole. Okay. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est justement, on a vu qu'à peu près 40% des gens en population normale avaient des troubles gastro-intestinaux. Dans l'endométriose, c'est quel pourcentage? Est-ce que c'est 30, 45, 60 ou 75%? Qui dirait 30%? 45%? 60%? 75%? Et en fait, on est plutôt aux alentours de 75%. On en parle assez peu, on va beaucoup plus parler de la douleur, etc. Mais les troubles gastro-intestinaux sont très fréquents. Il y a une très belle étude qui avait été publiée sur une cohorte de 1500 femmes. Vous avez regardé un peu tout type d'endométriose, les symptômes digestifs qui étaient associés. Et finalement, on voit que la constipation, c'est quasiment une femme sur 2. La diarrhée, c'est quasiment une femme sur 2. Ballonnements abdominaux est très fréquent également. On est quasiment à 60% au maximum. Douleur à la défécation, 43-71%. Et ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé avant et après chirurgie. Et finalement, on arrive à diminuer un petit peu les symptômes gastro-intestinaux, mais pas complètement. Donc, il y a probablement d'autres acteurs qui sont impliqués dans les troubles gastro-intestinaux, dans l'endométriose. Alors, quel impact peut avoir le microbiote intestinal dans l'endométriose? Est-ce qu'il peut aggraver ou réduire la douleur? Est-ce qu'il peut influencer la croissance des lésions d'endométriose? Est-ce qu'il peut aggraver ou réduire les symptômes gastro-intestinaux? Et est-ce qu'il est perturbé chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose? Qui dirait qu'il peut aggraver ou réduire la douleur? Ok. Qu'il peut influencer la croissance des lésions d'endométriose? Ok. Qui peut aggraver ou réduire les symptômes gastro-intestinaux? D'accord. Et qu'il est perturbé chez les femmes atteintes d'endométriose? Ok. Donc là, c'était un petit piège, il n'y avait pas une seule bonne réponse. Alors, le microbiote intestinal, comment est-ce qu'il communique avec son hôte? Soit de manière directe,
soit via la production de métabolites, qui sont des petites molécules qui sont produites par les bactéries et qui vont interagir avec l'hôte, qui peuvent passer la barrière chimique de mucus, passer la barrière physique de l'épithélium intestinal et aller directement interagir avec les cellules de l'hôte, que ce soit les fibres nerveuses ou les cellules immunitaires par exemple. Pour les symptômes douloureux, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, en fait, les bactéries vont produire certains métabolites, et ces métabolites-là peuvent interagir avec l'hôte, on l'a vu. Il y a certains métabolites qui vont être inhibiteurs, comme le GABA, par exemple, ou le butyrate, et qui vont pouvoir baisser l'excitabilité des récepteurs à la douleur, et donc abaisser le seuil de douleur. À l'inverse, d'autres métabolites, plus pro-inflammatoires, par exemple, vont aller activer les cellules immunitaires pour qu'elles deviennent qu'elles produisent des cytokines pro-inflammatoires de manière plus importante, ce qui peut aussi augmenter les douleurs. Et elles peuvent aussi activer directement les récepteurs de la douleur et donc augmenter les douleurs ressenties. Ce qu'il faut comprendre aussi avec le microbiote intestinal, c'est qu'il a un rôle à différents niveaux. Il va avoir un rôle au niveau de l'inflammation. On l'a vu, il peut stimuler les cellules immunitaires qui vont produire plus de cytokines pro-inflammatoires, par exemple. Il a un rôle aussi au niveau des cellules immunitaires pour les moduler, les entraîner. Il a un rôle aussi au niveau du taux d'œstrogène circulant. C'est ce qu'on appelle un ensemble de bactéries qu'on appelle l'œstrobolome. En fait, les œstrogènes circulants, ils vont être conjugués au niveau du foie, devenir inactifs, après être sécrétés dans la bile, arriver dans le système digestif et là être au contact des bactéries. Et il y a certaines bactéries qui peuvent déconjuguer ces œstrogènes et donc les œstrogènes redeviennent actifs et ils peuvent donc et ça va augmenter donc le taux d'œstrogène circulant et ils peuvent tout à fait entraîner une hyperœstrogénie dont vous savez probablement qu'elle a un rôle dans l'endométriose. Et il y a aussi un lien entre microbiote intestinal, intestin et cerveau, et on sait que le microbiote peut influencer certains symptômes psychiques et la santé mentale qui peut aussi être modulée dans l'endométriose. Donc finalement, il est au cœur un peu de plusieurs mécanismes physiopathologiques impliqués dans l'endométriose. La question, c'est donc, est-ce qu'il est perturbé chez les femmes qui ont l'endométriose? Eh bien, on a de plus en plus d'études qui se sont intéressées à cette question-là et qui ont retrouvé que oui, il y a une composition et une richesse bactérienne qui semble être différente chez les femmes qui ont l'endométriose par rapport à des témoins sains. La question suivante, c'est qui est la poule, qui est l'œuf? Est-ce que le fait d'avoir de l'endométriose va perturber le microbiote intestinal, ou est-ce que c'est le fait d'avoir un microbiote intestinal perturbé qui va faire que les cellules endométriose peuvent proliférer plus, par exemple? Eh bien, pareil, il y a des études qui sont intéressées, et finalement, on a l'impression que ça va un peu dans les deux sens. Ça veut dire que dans la recherche, au niveau de modèles murins, par exemple chez les souris, si on donne de l'endométriose à des souris saines et qu'on regarde la composition du microbiote intestinal et sa richesse à différents temps, et bien on va voir qu'il va se perturber de plus en plus. Donc, si on donne de l'endométriose, on perturbe le microbiote intestinal. À l'inverse, il y a d'autres équipes, ils ont pris des souris qui avaient de l'endométriose et ils ont modulé le microbiote intestinal. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, que par exemple, ça pouvait être avec une alimentation hyper inflammatoire, enfin hyper calorique. Et là, ils ont vu qu'ils avaient des lésions d'endométriose qui étaient de plus grosse taille et plus inflammatoires. À l'inverse, quand on déplétait un peu le microbiote, ils se sont rendus compte que les lésions réduisaient en taille. Et quand ils faisaient un transfert de microbiote de souris qui avaient une endométriose active chez ces souris guéries, eh bien, ça réactivait les lésions d'endométriose. Donc, quand on essaye de moduler le microbiote chez des souris qui ont l'endométriose, on voit que ça peut moduler la croissance ou la diminution de taille de ces lésions. Question suivante. Lesquels de ces microbiotes sont caractéristiques d'une bonne santé? Un microbiote intestinal riche et varié, un microbiote vaginal riche et varié, un microbiote vaginal peu riche et varié, un microbiote intestinal peu riche et varié. Qui dirait que la réponse A est vraie, microbiote intestinal riche et varié, marqueur de bonne santé? Ok. Un microbiote vaginal riche et varié, marqueur de bonne santé? Ok. Microbiote vaginal peu riche, peu varié? Ok. Un microbiote intestinal peu riche et peu varié? Eh bien, les bonnes réponses sont celles-là.
Donc il n'y a pas finalement une seule vraie réponse. Le microbiote vaginal, finalement, c'est un peu un miroir du microbiote intestinal, c'est-à-dire qu'on a une composition bactérienne au niveau du vagin qui va interagir également avec l'hôte. Chez les patientes saines, eh bien, ce microbiote vaginal, il est plutôt composé de lactobacilles. Pourquoi ? Parce que les lactobacilles sont des bactéries qui vont plutôt baisser l'inflammation, qui vont produire de l'acide lactique, baisser le pH, et également des métabolites qui sont antibactériens, antiviraux, immunomodulatrices. Et ça va permettre d'avoir un équilibre au niveau du microbiote vaginal. Et donc, dans l'endométriose, parmi ces microbiotes, lesquels peuvent être perturbés, semblent être perturbés. Qui pense que le microbiote vaginal serait perturbé dans l'endométriose? Ok. Le microbiote endométrial? Ok. Le microbiote urinaire? Le microbiote cervical, donc du col de l'utérus? Ok. Pour le microbiote urinaire, en fait, on ne sait pas. Il n'y a pas encore vraiment d'études spécifiques, donc je n'ai pas mis, alors qu'on en a beaucoup plus sur les autres microbiotes. Finalement, dans les études qui ont regardé un peu aux différents niveaux du tractus génital féminin et qui ont regardé la composition du microbiote, eh bien, ils se sont rendus compte qu'au niveau du microbiote vaginal, il y avait plus cette prédominance de lactobacilles, qui était plutôt un marqueur de bonne santé. Au contraire, il y avait plus d'autres espèces bactériennes, comme par exemple Gardnerella vaginalis et d'autres espèces. Au niveau du microbiote endométrial, là, eh bien, il y a aussi d'autres bactéries qui sont connues pour être plutôt pathogènes quand elles sont surreprésentées, qui sont présentes, comme l'Enterococcus, l'Escherichia coli, Gardnerella, Streptococcus. Et je voulais faire un focus particulier sur Fusobacterium nucleatum, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il y a eu des études qui ont été publiées, qui ont fait pas mal de bruit. C'est surtout une étude japonaise, où ils se sont rendus compte que chez les femmes qui avaient de l'endométriose, eh bien, il y avait une surreprésentation de Fusobacterium nucleatum, donc de cette bactérie au niveau de l'endomètre. C'est-à-dire que la bactérie pénétrait dans l'endomètre. Et dans leur étude, ils ont montré que la colonisation de l'endomètre par cette bactérie faisait que certaines cellules de l'endomètre, les cellules stromales, pouvaient se transformer en cellules plutôt des fibroblastes, ce qui est connu comme étant un mécanisme aussi physiopathologique du développement de l'endométriose. Et après, ils ont regardé dans un modèle murin, et quand ils ont pris des souris qui avaient l'endométriose, ils ont inoculé cette souche bactérienne et se sont rendus compte que, pareil, il y en avait une croissance plus importante des lésions d'endométriose. Après, pour le moment, on ne sait pas, chez les femmes européennes, on n'a pas encore vraiment d'autres études de cohorte qui ont vraiment validé ça, mais c'est quand même extrêmement prometteur. Alors pour finir, on ne pouvait pas vous laisser partir sans répondre à la question, mais finalement, comment on peut en prendre soin de nos microbiotes? Alors je vais m'intéresser et je vais vous donner quelques tips, conseils pour le microbiote intestinal, puisqu'il est connecté aux autres. Donc déjà, prendre soin de son microbiote intestinal, c'est un début de prendre soin des autres microbiotes aussi. Alors il y a quelques conseils qu'on peut prendre, c'est déjà sur l'alimentation. Le régime méditerranéen reste une référence. C'est l'un des meilleurs régimes. On a de la chance. On sait ce que c'est en France. On le connaît bien. Donc c'est une référence à garder en tête. Ayez une alimentation riche en fruits et légumes. 5 fruits et légumes reste une référence. Suivez-la si vous pouvez. Et j'ajouterais, essayez d'avoir des fruits et légumes différents d'un jour sur l'autre, puisqu'on sait que avoir 25 à 30 fruits et légumes différents dans la semaine favorise un microbiote intestinal riche et divers, qui est un marqueur de bonne santé. Enfin, si vous pouvez consommer des céréales complètes dans les pâtes, le riz ou le pain. Juste le fait de manger des céréales complètes, ça multiplie par 2 l'apport de fibres de ces aliments-là. Essayez d'introduire, de réhabiliter les légumineuses, ces légumes secs qu'on a oubliés, que nos grands-parents utilisaient, les pois chiches, les haricots. Ce sont des sources importantes de fibres et de protéines végétales qui peuvent aussi vous aider à diminuer les protéines animales et donc protéger un peu plus aussi la planète,
Donc prendre soin de son microbiote peut aussi aider à protéger un peu la planète. Et enfin, les aliments fermentés sont très intéressants puisqu'ils sont une source de microbes vivants, mais également parce que ce sont par définition des aliments qui sont fermentescibles par des bactéries. Et il faut savoir que dans la fermentation n'est pas complète, et quand on mange un aliment fermenté, on va apporter des restes de l'aliment à nos bactéries qui sont à l'intérieur, et donc la fermentation va continuer par nos bactéries dans notre côlon. Donc c'est ainsi 4 façons de nourrir son microbiote intestinal, et ça commence par là. Mais Claire l'a bien dit, et Fabien également, le microbiote, il est connecté à d'autres organes, il est innervé, il est aussi connecté au système immunitaire. Donc c'est une approche holistique qu'il faut aussi avoir pour prendre soin de son microbiote. Relaxez-vous. Plus en plus d'études montrent que les gens stressés ont une dégradation de la diversité de leur microbiote. Pratiquer des activités physiques, là aussi, il y a des études qui le montrent. Et enfin, j'étais dans une conférence grand public il y a quelques jours, et un médecin prescrivait de la nature. Elle prescrivait de la nature à ses patients. Allez en forêt, baladez-vous, passez dans des parcs. Et je pense que c'est une très bonne prescription, ça coûte pas cher à la sécurité sociale, ça vous permet de vous exposer à des microbes, puisqu'on vit tous dans des environnements hyper stérilisés, reprendre contact avec la nature, et ça vous permet aussi de cocher les autres cases, puisque vous allez vous relaxer, et pourquoi pas faire un jogging dans cela. Je vous laisse quelques conseils sur l'autre microbiote ou d'autres microbiotes. Donc, tout ce qui a été dit déjà pour le microbiote intestinal est vrai pour le microbiote vaginal parce qu'il y a une connexion entre ces 2 microbiotes. D'ailleurs, pour améliorer son microbiote vaginal, maintenant on prend des probiotiques par voie orale parce qu'on sait qu'il y a un passage. Ensuite, au niveau vaginal, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a par exemple le tabac à limiter qui va perturber le microbiote et surtout éviter tout ce qui risque de perturber au niveau vaginal. Donc surtout pas de douche vaginale, essayer de limiter au maximum tout ce qui va être produit très transformés, parfumés, etc. Donc vraiment limiter au maximum l'hygiène avec le moins de produits possible au niveau vaginal. Alors on voulait conclure, donc déjà en disant le fait de prendre soin de son microbiote, le mode de vie, l'alimentation, l'activité physique, l'hygiène va avoir un impact sur la composition du microbiote et sa richesse. Au-delà, avant même de prendre des probiotiques ou autres, on peut avoir un impact. Ensuite, on a des projets de recherche qui sont financés, qui vont, grâce à la Fondation de la recherche à l'endométriose justement, et on a un appel d'offres national, donc le PEPR Santé de la femme, et on a un gros projet donc, sur le lien entre endométriose et microbiote qui va bientôt débuter, où justement on va prendre des femmes qui vont être opérées pour une endométriose, et on va regarder la composition et la richesse de leur microbiote à la fois au niveau intestinal, vaginal, endométrial, et nous, notre axe de recherche, c'est d'essayer de faire le lien entre ces bactéries et les symptômes dont souffrent les patientes. Tout à l'heure, on parlait de l'innervation qui pouvait peut-être expliquer pourquoi est-ce que des fois on a des lésions très sévères et puis peu de symptômes. Nous, on se dit, est-ce que si on a certains microbiotes, certaines bactéries, on pourrait avoir peut-être des différences ? Est-ce que ça pourrait expliquer certains symptômes ? Et après, le but, c'est une fois qu'on aura bien cartographié ça, qu'on aura bien fait les liens, c'est de pouvoir essayer d'arriver sur des thérapeutiques vraiment plus ciblées sur le microbiote. Apporter une souche bactérienne, par exemple, dont on sait qu'elle manque dans l'endométriose. Apporter, par exemple, on a vu que certains métabolites avaient vraiment un impact direct sur l'hôte. Est-ce qu'on ne pourrait pas apporter directement ces métabolites-là qui manquent et avoir un bénéfice sur les symptômes, voire même dans certaines pathologies, ils ont commencé à faire des transplantations fécales. Donc ça, on en est très très loin dans l'endométriose, bien sûr, mais ça peut être des pistes potentielles sur lesquelles on pourrait se pencher. En tout cas, c'est vraiment un domaine de recherche qui me semble extrêmement prometteur. Merci à tous les 3. C'est vraiment passionnant. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on attend la fin pour les questions. Je suis désolée, c'est un peu frustrant, mais on veut donner toutes les chances à chaque présentateur et après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Je vous laisse Claire et Fabien. Je vais garder Patrick et je vais appeler Marina Kvaskov pour parler recherche participative. Merci encore.
Et sur 2 sujets, donc un sujet épidémiologique qui est la cohorte Compare, dont Marina, qui est présidente du comité scientifique de Compare, va parler, et puis Patrick va parler du French Gut, et ils vont faire tous les 2 appel à vous pour participer à la recherche, parce que je pense que ça vaut la peine, il faut contribuer. Marina, c'est ça? Comme ça, Patrick, tu te reposes. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de recherche participative, qui est un sujet passionnant, notamment dans l'endométriose. Et donc, je vais vous parler de l'exemple de Compare endométriose. Alors, Compare, qu'est-ce que c'est? Compare, c'est la communauté de patients pour la recherche. C'est un projet de recherche collaboratif sur les maladies chroniques, qui est porté par la PHP et qui constitue en fait une communauté de participants qui sont atteints de maladies chroniques, quelles qu'elles soient, et qui ont souhaité donner de leur temps pour la recherche. Et donc pour ça, ces personnes-là répondent à des questionnaires tous les mois sur différents sujets en lien avec leur pathologie chronique. Donc, dans Compare, il y a 60 000 personnes atteintes de maladies chroniques et ces personnes ont pu déclarer une ou plusieurs pathologies, comme par exemple de l'asthme, du diabète, de l'endométriose. Et les personnes qui ont déclaré une même pathologie sont dans une sous-cohorte. Donc, il y a la sous-cohorte Compare diabète, Compare asthme, Compare endométriose. Et donc là, je vais vous parler plus précisément de Compare endométriose. Donc, Compare endométriose, c'est une sous-cohorte qu'on a lancée fin 2018, qui a inclus près de 12 000 participantes de Compare qui ont déclaré une endométriose et ou une adénomiose. Le projet comprend les 2 pathologies. Parmi ces 12 000 participantes, un peu plus de 8 000 ont rempli le questionnaire initial sur l'endométriose, et donc ça fait à peu près 70%, qui constitue le pool de participantes actives qui sont suivies activement dans la cohorte. Donc les objectifs de Compare endométriose, c'est de décrire le vécu des patientes avec la maladie. C'est aussi de mieux comprendre la progression de l'endométriose, d'essayer de comprendre quels sont les facteurs qui sont associés à une progression défavorable de la maladie ou au contraire à une amélioration des symptômes au cours du temps. Donc pour ce faire, on s'appuie sur un conseil scientifique de 14 membres qui est composé de chercheurs, de cliniciens et également de patientes, des patientes qui sont représentantes d'associations et également des patientes hors association. Et jusqu'à présent, avec ce projet, nous avons publié 5 articles, 2 sont soumis et nous avons une dizaine d'études en cours. Et donc, on peut citer que les travaux sur cette cohorte ont été primés en congrès national, en congrès international également. Et Solène Gouesbé, qui a fait sa thèse d'épidémiologie dans l'équipe sous ma direction, a obtenu un prix de thèse de la Direction générale de la santé en santé publique. Donc ça a très bien fonctionné et donc nous avons levé près d'1 million d'euros de financement pour la recherche sur cette cohorte, dont de l'Agence nationale de la recherche, la Fondation de France, la Fondation Apicil, la Fondation Recherche médicale. Et puis, on a également le soutien d'associations de patientes, donc notamment d'Endomind, qui, via l'EndoRun, chaque année, donne une partie des fonds collectés pour la recherche sur Compare endométriose, mais également EndoFrance, EndoAction et La Belle et l'Endo. Donc, c'est un projet qui implique beaucoup les associations de patientes. Et donc, en quoi ce projet est un projet de recherche participative? Eh bien parce que les patientes, les femmes atteintes d'endométriose, peuvent participer à différents niveaux. Donc d'abord parce qu'elles vont répondre aux questionnaires de l'enquête. Donc il y a à la fois des questionnaires généraux sur les maladies chroniques et des questionnaires spécifiques à l'endométriose, comme on va le voir. Elles peuvent participer aussi au conseil scientifique de la cohorte et donc avoir un impact sur l'orientation des protocoles de recherche, des outils de collecte de données, c'est-à-dire les questionnaires, sur la façon dont on pose les questions pour que ce soit le plus adapté possible pour les patientes. Et puis elles vont également participer à certains projets de recherche ou voire même être co-autrices de certains articles scientifiques.
Et enfin, les patientes peuvent également suggérer des projets de recherche selon leur expérience et selon leur questionnement. Elles peuvent proposer des idées thématiques de recherche. Et donc ça, c'est une chose à laquelle on peut toutes et tous participer, qu'on soit dans la cohorte Compare ou non, sur le site inspire-compare.fr. Donc c'est Inspire pour identification, narration et sélection par les patients d'idées de recherche. Et donc, là, on est en train de regarder justement quelles ont été les idées qui ont été transmises par les patientes. Donc, ça va pouvoir nous donner des pistes de sujets d'intérêt pour les patientes. Alors, dans Compare endométriose, il y a plusieurs questionnaires. Donc, il y a déjà les questionnaires de Compare qui sont des questionnaires généraux, qui sont des échelles standardisées sur la vie avec la maladie, le fardeau du traitement, la qualité de vie. On a aussi des données sur les caractéristiques sociodémographiques, par exemple. Et donc ça, c'est commun à toutes les pathologies chroniques. Et puis, il y a également différents questionnaires spécifiques. Donc là, on a envoyé seulement aux personnes qui sont dans Compare endométriose. Donc il y a par exemple un premier questionnaire qui s'est focalisé sur le parcours pré-diagnostic, les antécédents familiaux de la maladie, les caractéristiques de la maladie en elle-même, son type, son stade, etc. On a également posé des questions sur le parcours chirurgical et les examens d'imagerie, l'historique des symptômes douloureux et leur intensité au cours de la vie, mesurée avec une échelle standardisée, les douleurs neuropathiques, l'infertilité, et puis donc d'autres questionnaires sont à venir. Et on fait également un suivi prospectif, c'est-à-dire qu'on suit les participantes dans le temps. Et donc tous les ans, on collecte des données sur leurs symptômes douloureux qu'on met à jour. Et on met à jour également les informations sur leur traitement. Et donc ça nous permet de suivre l'évolution en fait la progression des symptômes douloureux de la maladie. Donc pour vous donner quelques exemples de premiers résultats, donc la toute première étude qu'on a fait dans Compare endométriose, c'est l'étude qu'on a appelée baguette magique, parce qu'on a demandé à un échantillon de 1000 patientes, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre prise en charge ? Et donc ces 1000 patientes ont proposé 2500 suggestions qu'on a codées en 61 idées, regroupées en 14 thèmes. Et les 3 premiers thèmes proposés par les participantes étaient tout d'abord d'améliorer la connaissance et la reconnaissance de la maladie par les soignants, de mettre fin aux violences médicales et enfin d'améliorer la prise en charge des symptômes et des soins spécifiques à l'endométriose. Et donc ça, ce sont des résultats qui sont très importants parce qu'ils portent la voix des patientes et on a pu présenter ces résultats auprès de divers acteurs politiques, académiques, médicaux. Et donc c'est extrêmement important de pouvoir porter la voix des patientes et donc c'est ce que permet de faire ce projet Compare endométriose. Un autre exemple de résultat, c'est une étude qu'on a menée sur le délai de diagnostic. Donc on entend souvent que le délai de diagnostic moyen de l'endométriose est de 7 ans, et ce chiffre-là se base sur une étude multicentrique qui a comporté plusieurs pays, mais pas la France. Et donc là, dans cette étude qu'on a réalisée auprès de 7000 participantes de Compare endométriose, eh bien, il y avait un délai moyen de 10 ans entre le début des symptômes et le diagnostic de la maladie. Alors ce délai de diagnostic allait de 0 à 42 ans, donc on s'est dit on a certainement des données aberrantes, et quand on a regardé dans les commentaires laissés par les participantes qui avaient un très fort délai de diagnostic, on s'est rendu compte que c'était des vraies histoires en fait, d'errance diagnostique, et qu'il y avait vraiment un très très fort délai avec des patientes qui ont obtenu leur diagnostic très tard dans leur vie. Et donc, on a regardé aussi quel était le parcours de ces femmes et quel était le parcours médical avant le diagnostic. Et donc, en moyenne, avant de recevoir le diagnostic, les patientes de l'étude ont consulté 8 professionnels de santé différents et 3,5 types de professionnels de santé différents avant d'obtenir un diagnostic. Et donc, ce qui était très intéressant aussi, alors bon, c'est une étude qui est vraiment transversale, c'est-à-dire que là, on regarde des associations sans hypothèse sur la temporalité. Hein, donc, les facteurs qu'on a regardés n'augmentent pas le délai de diagnostic. C'est vraiment une association basique, sans causalité. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes qui avaient un plus fort
délai de diagnostic, elles avaient plus tendance à être dans une situation financière difficile, être sans emploi, avoir un plus grand nombre de pathologies, avoir un niveau de dysménorrhée pré-diagnostic plus important aussi. Et donc ça, on était assez surpris par ce résultat parce qu'on s'est dit peut-être que les femmes qui ont un fort délai de diagnostic, ce sont des femmes qui avaient moins de symptômes ou des symptômes moins intenses. Et en fait, non, les symptômes plus intenses étaient associés à un délai de diagnostic plus fort. On a fait l'hypothèse aussi de se dire que les personnes qui avaient des antécédents familiaux de douleurs chroniques, d'endométriose ou d'adénomiose, avaient certainement un délai de diagnostic moins important puisque déjà sensibilisées dans leur famille, dans leur entourage. Et en fait, c'était l'inverse. En fait, c'est l'un des facteurs qui était le plus fortement associé au délai de diagnostic. Et donc, ça met en exergue le fait que finalement, il y a peut-être une banalisation des douleurs dans la famille. Bah, c'était comme ça pour moi, c'est comme ça pour toi aussi. Et voilà, et finalement, c'était important de pouvoir se rendre compte de ça. Et en revanche, il y avait une association inverse avec l'âge aux premières règles, c'est-à-dire que plus l'âge aux premières règles était tardif, et plus le délai de diagnostic était court. Donc j'ai d'autres exemples de résultats, mais je vais passer plus vite parce que non, je peux pas. Ça y est. Bon, eh bien voilà, on a réalisé d'autres études sur le sujet. Excusez-moi, je pourrais en parler beaucoup trop longtemps, mais je voudrais simplement vous citer quelques exemples d'autres études en cours et vous montrer aussi qu'on peut faire plein de choses finalement avec ce projet de recherche, puisque donc là on a un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, qui porte sur les polluants organiques persistants et leur impact sur la sévérité de l'endométriose. Donc, dans le cadre de ce projet, on va recruter 650 patientes. On va pouvoir utiliser les données qu'on a déjà collectées via les questionnaires et on va doser le taux de polluants, donc des perturbateurs endocriniens, dans le sang de ces volontaires et lier ça avec la sévérité de la maladie, sévérité de la douleur, sévérité anatomique et au niveau d'imagerie. Donc voilà, et puis donc on a plusieurs collaborations nationales et internationales sur ce projet Compare endométriose, avec un impact des travaux sur la cohorte très important, puisqu'on a été également sollicité par la CNAM avec une étude en cours sur le reste à charge des personnes atteintes d'endométriose, donc une étude très importante qui va pouvoir donner des chiffres très importants au niveau national. Et puis on utilise les résultats donc dès que possible pour eh bien, communiquer au grand public, à la communauté médicale et scientifique, mais aussi auprès des politiques. Et donc j'ai eu l'occasion, par exemple, cette année, de présenter les résultats et donc l'exemple de ces résultats sur l'endométriose au Conseil de l'Europe. Donc c'est très important et c'est pour ça que je crois que ça n'a... Ah oui, donc voilà, effectivement, il y a ça aussi. Donc on fait beaucoup on parle beaucoup des résultats au niveau sociétal. Et donc pour terminer, eh bien, nous avons besoin de vous pour faire avancer la recherche sur l'endométriose. Et donc je vous invite dès aujourd'hui à participer si vous êtes atteinte d'endométriose ou d'adénomiose, ou si vous connaissez des personnes de votre entourage, vous pouvez participer sur le site compare.aphp.fr. Merci beaucoup. Rebonsoir. Présentation de French Gut. Alors je vais commencer sans les slides, c'est pas grave. Donc nous sommes en train de lancer, ça fait déjà quelques mois et en fait 1 an pour être exact, le French Gut, le microbiote français, qui est une étude de sciences participatives. Avec différents acteurs, différents partenaires. C'est une étude coordonnée principalement par INRAE et par la PHP. Alors, quels sont les objectifs de cette étude et pourquoi nous avons réalisé cette étude? Premier point, nous souhaitons recruter 100 000 participants de la population générale, des personnes malades ou des personnes saines, en bonne santé. Pourquoi? Pour essayer, à travers l'analyse du microbiote intestinal, de questionnaires de santé et de questionnaires alimentaires, de mieux comprendre, dépister, prévenir et soigner les maladies chroniques. Puisqu'on émet l'hypothèse qu'on pourra trouver des signatures prédictives de l'arrivée de maladies bien avant que ces maladies arrivent.
Nous espérons également, grâce aux données qu'on va collecter, pouvoir travailler sur des recommandations nutritionnelles de prévention et personnalisées. Puisqu'on sait que le microbiote est très variable d'un individu à l'autre, il y a de fortes chances que certaines personnes vont réagir à certains facteurs et alors que d'autres personnes vont réagir à d'autres facteurs. Et enfin, c'est aussi un projet de sciences participatives et c'est l'occasion de sensibiliser, de communiquer autour du microbiote, autour des bonnes pratiques alimentaires et des modes de vie pour protéger des maladies chroniques. Alors, pour le recrutement se fait par conséquent par des voies de communication qui sont les plus larges possibles. Recruter 100 000 personnes, je pense que Compare a été confronté au même défi, ça demande une communication intensive. Alors, on a différentes façons de communiquer. La première, c'est d'aller à la rencontre avec le grand public, ce que je fais par exemple aujourd'hui. C'est aussi une communication, et vous l'avez peut-être entendu à la radio, à la télé, des communications à travers des médias. On a des ambassadeurs, Jimmy Mohamed, Michel Simès, qui relaient ces messages d'appel à la participation au French Gut dans leurs émissions. Et enfin, on passe aussi par des ambassadeurs digitaux, des influenceurs qui sont très efficaces et qui, quand ils font des appels, on s'aperçoit qu'ils ont un impact très important et notre taux d'inscription monte dans les minutes après les appels de ces ambassadeurs. Alors pourquoi participer au French Gut? Parce que, vous faites avancer la science et on ne vous demande pas d'argent, on vous demande du temps et un échantillon, quelques grammes de votre échantillon de fesses. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'en faire autre chose, mais en tout cas, si vous nous en donnez, nous, on sait quoi en faire. Après, en participant au French Gut, vous faites partie d'une communauté, vous aurez accès à des newsletters, à des updates régulières de où en est le projet, quelles sont les avancées du projet, et des webinaires qui seront organisés et vous aurez accès à des présentateurs, des scientifiques du projet qui vont vous faire un état des lieux de où on en est dans la recherche. Alors, quelques chiffres clés où on en est. On a ouvert la phase principale l'année dernière déjà. Et aujourd'hui, on est agréablement surpris d'avoir déjà 28 000 participants qui ont retourné leurs dons de sel, qui ont rempli les questionnaires et donné leur consentement à ce projet. Quand vous regardez la population, eh bien, on est content de voir qu'il y a 2/3 de la population qui sont des populations des personnes qui ne déclarent pas de maladie. C'est important d'avoir des personnes saines, puisque ce seront des références qu'on pourra comparer aux personnes qui déclarent une maladie, puisqu'on a toujours besoin de comparer pour savoir s'il y a des signatures propres microbiennes, des signatures microbiennes propres aux malades ou non malades. 1/3 donc de ces personnes sont malades et on a décompté, Lindsay Goulet, donc la doctorante qui travaille dessus, a regardé aujourd'hui, on a environ 300 personnes qui ont déclaré avoir de l'endométriose. Notre participation aujourd'hui ici a pour objectif de faire monter ce chiffre, puisque comme ça l'INSEE pourra aller regarder s'il y a des signatures déjà du microbiote intestinal des patientes qui déclarent avoir de l'endométriose. L'idée c'est d'avoir cette signature, mais c'est d'aller un cran plus loin, et c'est pour ça que Fabien est là et qu'il va nous accompagner dans ces analyses. On sait qu'il y a un overlap, un recouvrement des symptômes de l'endométriose et des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Donc, avoir une capacité de regarder ces symptômes avec un différent regard, avec ou sans diagnostic de l'endométriose, c'est quelque chose qui est important pour nous, pour bien faire la part des choses de personnes qui ont des symptômes dus à un dysfonctionnement de l'axe intestin-cerveau et des personnes qui auront des dysfonctionnements ou des douleurs liées à l'endométriose. Et vous voyez ici que l'archétype, le prototype des participants, ce sont plutôt des participantes entre 40 et 60 ans, plutôt urbaines. Donc, vous êtes les bienvenus, surtout si vous avez de l'endométriose. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à aussi embarquer vos conjoints, des amis, des mâles, des hommes. N'hésitez pas à les embarquer parce qu'on a aussi besoin de référents hommes en fait dans notre étude. Donc vous êtes aussi ambassadeur du projet en recrutant vous-même ou en faisant la promotion de ce projet-là. Alors concrètement, comment faire ? Vous allez sur le site, tout se passe sur Internet. Vous scannez le QR code, vous allez sur le site frenchgut.fr. Vous avez tout pour donner votre consentement, avoir les questionnaires en ligne, remplir les questionnaires. Et à l'issue de quelques jours, vous recevrez le kit de prélèvement chez vous. C'est un kit de prélèvement le même que vous recevrez quand vous aurez 50 ans, que vous avez déjà reçu pour faire un dépistage du cancer colorectal. Donc très simple d'utilisation. Vous renvoyez par la poste, c'est gratuit et vous aurez fait avancer la recherche. Bien évidemment, il faut avoir aujourd'hui plus de 18 ans et ne pas avoir certaines caractéristiques ici, ne pas être sous curatelle, ne pas avoir pris d'antibiotiques sous 3 mois, ne pas avoir eu de coloscopie avant 3 mois et résider en France métropolitaine.
Voilà, donc je terminerai là-dessus. On a besoin de vous, donc n'hésitez pas à participer massivement, et vous et votre entourage, vos familles, vos amis. Merci beaucoup. Et on a un stand au fond de la salle, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez d'autres questions. Merci. De toute façon, on fermera la porte, comme ça tout le monde sera obligé d'aller. Merci à tous les deux. Dernier sujet aujourd'hui, avant de passer aux questions. C'est terrible, les chercheurs, vous leur donnez la parole et ils ne la lâchent plus après. Mais on adore ça. Donc je vais demander à Élodie Lévy de venir, qui est coordinatrice d'une des filières Île-de-France et qui va, encore une fois, on a souvent cette question de mais finalement la prise en charge, elle se fait comment? Et ouais, c'est bon, vous pouvez y aller, merci. Et c'est important de comprendre que finalement, près de chez soi, et assez rapidement, on n'a pas besoin d'attendre des mois pour avoir rendez-vous dans un centre expert, etc. On peut être pris en charge pour l'endométriose. Donc merci Élodie. Merci déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci à la Fondation pour cette invitation et nous permettre du coup de présenter la filière endométriose sur l'Île-de-France. Pour démarrer, alors qu'est-ce que la filière? Comment la filière a vu le jour? Tout simplement, en fait, notre but, ça a été de répondre à la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, donc qui a été annoncée le 12 janvier 2022 par le président Emmanuel Macron, avec deux grandes thématiques, deux grandes missions. La première étant de réduire le diagnostic des patientes atteintes d'endométriose, qui est aujourd'hui entre quand même 7 à 10 ans, ce qui n'est pas rien. Le deuxième point, c'est d'améliorer justement cette prise en charge de l'endométriose et pouvoir permettre en fait aux femmes d'avoir un parcours de soins beaucoup plus adapté, beaucoup plus lisible et de proximité. Donc j'aimerais commencer par le fait que ces filières ont vu le jour au niveau national. Donc on communique aussi entre coordinatrices au niveau national, pas uniquement au niveau régional, autour de cette stratégie. Et on est également en lien étroit avec, bien évidemment, les associations de patientes EndoMind et EndoFrance qui nous aident énormément sur cette stratégie. Donc, les filières sont au niveau de la France hexagonale, mais également des DOM-TOM. Sur l'Île-de-France, pour faire un zoom et un focus un peu plus précis, donc on est découpé en 4 filières territoriales, comme vous pouvez le voir sur cette fiche. Chaque filière territoriale, du coup, a des référents, des centres hospitaliers référents, qui ont été à l'origine de la mise en place de ces filières, de la création des différentes missions sur le territoire. Et chacune de ces filières est coordonnée par des duos de coordinateurs, donc avec un coordonnateur médical accompagné d'un coordinateur plus administratif, chef de projet. Par exemple, sur la filière Endo Centre-Ouest, sur laquelle je coordonne avec le docteur Horstman, nous sommes donc plus précisément sur la partie 92 centre, nord et 95 sud. Et vous pouvez voir aussi l'évolution par rapport aux autres coordinatrices. Nos missions, tout simplement, on en a 4. La première, c'est informer, sensibiliser le grand public avec une communication qui reste fiable et en lien avec l'ARS et bien évidemment avec les associations de patientes qui en font déjà beaucoup pour avoir justement ce réflexe endométriose. Le deuxième point, ça va être d'orienter les patientes vers des offres de soins de qualité et adaptées à leurs besoins et toujours en termes de proximité. On va avoir également, au niveau des professionnels de santé, rassembler les professionnels de santé, les former pour harmoniser les pratiques, pour maintenir aussi leurs connaissances et leur permettre de monter en compétences. Et on va également être là pour mettre en lien tous les acteurs de la recherche, comme aujourd'hui avec la Fondation, pour promouvoir la recherche, pour mieux comprendre l'endométriose et ses causes. Comment on fonctionne? Tout simplement, on est missionné par l'ARS Île-de-France en charge d'appliquer du coup les objectifs recensés par le ministère au niveau national et en adéquation avec la stratégie dont je vous ai parlé au début. Donc, au niveau des duos de coordination, on travaille avec des comités de pilotage qui sont composés d'experts en endométriose, donc des professionnels de santé qui sont de ville ou alors en centre hospitalier et qui ont l'habitude de prendre en charge les patientes, qui ont les formations adéquates et adaptées. Et on travaille également en lien avec tous les professionnels et avec tous les réseaux de santé qu'on peut trouver sur le territoire, donc les associations de patientes, la Fondation, les réseaux de santé, les CPTS, les DAC, pour mettre en place justement tout le parcours de soins sur le territoire.
Alors, en parlant de ce parcours de soins, on l'a décomposé en 3 recours, le premier, le deuxième et le troisième, tout simplement parce qu'en fonction de l'atteinte ou en fonction du besoin de chacune des patientes, la prise en charge ne sera pas forcément la même. Par exemple, pour un premier recours, une patiente qui a une absence de diagnostic ou alors qui suite à son diagnostic, peut être prise en charge avec un traitement qui fonctionne en ville par un médecin généraliste, un gynécologue de ville, voilà. Elle peut rester en premier recours et si le besoin s'en fait ressentir, elle peut passer en deuxième ou en troisième recours si son endométriose est dite un peu plus complexe. Et de là, on va aussi adapter le parcours en fonction de si cette patiente a besoin de rentrer dans un centre de douleur ou alors d'avoir un parcours de préservation d'AMP ou de préservation de la fertilité. Alors, les outils qu'on met à disposition, à la fois des professionnels de santé et des patientes, dans un premier temps, ça va être le site internet. Donc, vous avez du coup le QR code et puis vous pouvez aller nous voir aussi sur le fond de la salle au niveau du stand pour plus d'informations. On a ce site internet sur lequel on va référencer plusieurs informations, donc je vais vous exposer plus tard. Et on a également un LinkedIn, donc voilà, qui nous permet de rester en contact à la fois avec les professionnels de santé et les patientes. Donc sur ce site internet, vous avez aussi un agenda sur lequel sont référencés les différents grands événements qu'on peut trouver autour de l'endométriose sur l'Île-de-France, comme par exemple aujourd'hui, on a l'Endorun aussi qui aura lieu en novembre, le 16 ou le 14, le 16 novembre sur l'Île-de-France également. On met en place des journées aussi au niveau de la filière. Voilà, tout ça est référencé. Et pour les professionnels de santé, ce sont aussi des journées de congrès. Ça va être aussi des réunions de concertation pluridisciplinaires auxquelles les professionnels peuvent assister. Et tout est référencé sur notre agenda. On a également un espace patiente. Alors un espace patiente parce que les patientes peuvent nous contacter si elles ont des demandes, des besoins par rapport à leur parcours de soins. Et les professionnels aussi s'ils ont des demandes pour alors soit adhérer à notre filière parce que l'adhésion est possible. Donc c'est-à-dire que les professionnels de santé formés ou qui souhaitent se former à l'endométriose peuvent adhérer gratuitement à la filière. De là, on va étudier leur dossier, donc en leur demandant CV, lettre de motivation et également les diplômes qui attestent qu'ils sont bien formés pour prendre en charge les patientes. Et s'ils le souhaitent, à la suite, on va avoir un annuaire donc, qui est à disposition, encore une fois, des professionnels de santé et des patientes qui est accessible sur notre site internet où vous avez juste à taper votre adresse ou alors vous pouvez taper le nom d'un professionnel en particulier ou encore une profession spécifique. Et du coup, vous allez voir apparaître tout autour de chez vous tous les professionnels de santé qui sont référencés, formés et qui sont aptes à prendre en charge les patientes atteintes d'endométriose. Donc là, on va jouer sur la proximité. Quand je vous dis professionnels de santé, on parle bien des médecins généralistes, des gynécologues, des sages-femmes, mais également des nutritionnistes, des psychologues, voilà, tous les professionnels des centres d'imagerie, tous ces professionnels qui travaillent autour de la patiente, donc dans une optique pluridisciplinaire pour la prise en charge. Alors ça, c'est juste un petit point sur tout ce qui est formation et sensibilisation, parce que forcément, on fait des formations, sensibilisation aussi bien auprès des professionnels de santé que des patientes, encore une fois. Au niveau des patientes et même des professionnels, d'ailleurs, on travaille beaucoup aussi avec les associations de patientes pour venir présenter sur le grand public, dans des congrès. On met en place aussi des formations des DPC ou des DU, donc des diplômes universitaires, pour pouvoir permettre aux professionnels de santé de monter en compétence sur le sujet. On intervient également dans les collèges, dans les lycées, dans les entreprises pour créer encore une fois ce réflexe endométriose. On forme les médecins scolaires, les infirmières scolaires. On met en place aussi, en lien toujours avec les associations de patientes, les enseignements thérapeutiques des patients qui aident justement à mettre à disposition des patientes de façon gratuite différents ateliers qui vont leur permettre en fait de mieux comprendre leur pathologie, et pouvoir aussi tout simplement mieux vivre avec leur pathologie et devenir un peu plus autonome sur la gestion de leur parcours. Alors pour conclure, quels sont les bénéfices, mais je pense que vous l'aurez compris, de cette filière à la fois pour les patientes et pour les professionnels de santé. Tout simplement pour les professionnels, donc des formations dispensées par des professionnels de santé expérimentés pour assurer le suivi des patientes, la délivrance d'informations conformes aux recommandations des bonnes pratiques, pouvoir aussi participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour rencontrer d'autres professionnels et discuter des cas de patients si jamais ils ont des questions ou s'ils veulent aller un peu plus loin sur la prise en charge, l'inscription aussi dans un annuaire public s'ils le souhaitent et s'ils sont formés, l'invitation aux rencontres de la filière et la possibilité de demander un avis rapide en cas de besoin à leurs confrères et consoeurs.
Pour les patientes, notre but, c'est de favoriser l'accès à un diagnostic et une prise en charge précoce de l'endométriose. Ça va être aussi de réduire du coup les explorations et interventions chirurgicales répétées et non pertinentes. On va avoir aussi l'amélioration de la prise en charge de la douleur et être informé sur la prise en charge de l'endométriose et permettre bien évidemment une prise en charge de qualité et performante en cas d'endométriose complexe ou récidivante. Donc voilà, merci pour votre attention et surtout si vous avez des questions, besoin de renseignements, vous avez les contacts sur cette diapo du coup des différentes coordinatrices et n'hésitez pas à venir nous voir également sur le stand au besoin. Merci beaucoup. Alors, un message, l'Endorun, ça a été évoqué, mais c'est vraiment important, c'est une course caritative organisée par Endomind pour soutenir la recherche. Marina Gvaskov en a parlé, ça permet de soutenir aussi en partie Compare et de soutenir évidemment la fondation pour financer les projets. Donc, pensez à enrôler les gens. Il y a la digitale où on peut faire un peu ce qu'on veut quand on veut pendant 15 jours. Il y a la présentielle. Je crois qu'il reste plus beaucoup de dossards. Il faut vraiment se dépêcher pour s'inscrire pour effectivement la course à Vincennes le 16 novembre. Mais c'est vraiment un événement important pour le soutien à la recherche sur l'endométriose. Autre message aussi, si vous appréciez les conférences sur la recherche et notamment autour à destination du grand public, le PEPR donc qui s'inscrit dans la stratégie nationale de programmes et d'équipements prioritaires sur la recherche sur la santé des femmes et santé des couples et en particulier sur l'endométriose, organise une conférence le 24 et le 25 novembre et le 25 novembre en fin de journée, il y a une partie qui est destinée à partir de 17h40 au grand public et là aussi vous pouvez vous inscrire sur le site, sur les réseaux sociaux pour participer à cette conférence et c'est intéressant parce que là vous allez aussi entendre parler de ces programmes, de ce consortium qui s'est monté pour la recherche sur l'endométriose et qui permettra d'avancer dans les 5 ans à venir sur le sujet. Autre appel, encore un appel de recherche participative. Donc, vous voyez, ça bouge vraiment sur le front de l'endométriose. Donc là, il y a un projet, effectivement, et d'ailleurs, qui est aussi la suite d'un projet que la Fondation a soutenu la première année de ces appels à projets autour du sang menstruel et de la recherche de biomarqueurs dans le sang menstruel, puisque c'est finalement un matériel biologique qui est extrêmement riche et qui permet de détecter potentiellement des marqueurs. Et donc là encore, si vous voulez, si vous pouvez participer à cette recherche, vous avez le QR code. Je crois que il doit y avoir une affiche quelque part dans la salle. Ludivine, tu l'as mise au fond. Si vous voulez scanner le QR code et participer aussi à cette recherche, vous voyez, il y a plein de choses qui se passent pour faire avancer la recherche sur l'endométriose. Je propose qu'on clôture parce que on a déjà largement dépassé et qu'on clôture avec les remerciements. Donc moi je voudrais remercier évidemment les intervenants parce qu'ils ont pris du temps et ils ont exposé avec cœur leurs travaux de recherche et je peux vous dire que tous les matins, tous les gens que vous avez vus, ils se lèvent avec cette volonté de faire avancer les choses et donc c'est important de les remercier. Et je voudrais remercier aussi General Electric Healthcare parce que vous allez, ou en tout cas vous pouvez dire autour de vous qu'il y aura un replay qui est enregistré de cette conférence et donc ça permet à tous ceux qui ne sont pas en région parisienne ou qui n'ont pas pu venir de pouvoir visualiser. Donc on vous préviendra sur les réseaux sociaux d'ici 2-3 semaines le temps que le travail de montage soit fait, mais ça sera disponible. Et puis moi j'aimerais bien aussi avoir l'équipe de la Fondation parce que j'aimerais bien voir François. Le docteur François Verrière qui vient, qui est celui qui fait toute la recherche bibliographique et qui fait un travail, c'est-à-dire tous les articles, ce que vous trouvez sur le site, les travaux sur les comorbidités, les traitements non médicamenteux, etc. C'est François qui fait ce travail-là et c'est un travail important. J'aimerais bien voir Rita aussi. Rita qui est la directrice opérationnelle de la Fondation, qui organise notamment tous ces événements, les formations, les informations et tout. Il y a un travail énorme. Roisin, je sais pas si Roisin. Alors la femme importante aussi de la Fondation, c'est elle qui lève les fonds et qui fait le fundraising pour la Fondation. Il y a aussi Véronique. Véronique qui elle pilote au-delà de tout ce qu'elle fait chez Endomind
Elle pilote le comité consultatif patiente et aidant. Et d'ailleurs, on a un membre du comité du CCPA qu'on appelle chez nous, et qui est ce comité qu'on sollicite tous les mois pour réfléchir ensemble au sujet qu'on va traiter, que François va creuser dans la littérature derrière et mettre en forme, et puis qui donne un avis consultatif sur les dossiers candidats des appels à projets. Et ça permet d'avoir le regard des patientes sur les projets qu'on reçoit et pas que le regard scientifique. Et donc Marina, que vous avez déjà vue, mais que je remercie parce qu'elle est présidente du comité scientifique, et je peux vous dire que cette semaine, elle est une semaine chargée, pas que pour la Fondation, mais pour la Fondation aussi. Et je pense que d'ici 10-15 jours, on devrait être en mesure d'annoncer le projet, puisqu'on a décidé de soutenir un projet cette année sur la douleur. Donc grâce à Marina et tout le comité scientifique, on peut avancer et évaluer ces projets et soutenir ceux qui nous semblent les plus impactants. Et puis Ambre n'est pas là, mais Ambre, c'est celle qui s'occupe de la communication digitale, donc de nos réseaux sociaux et du site internet. Donc voilà la petite équipe de choc de la Fondation. J'avais envie de vous les présenter, j'ai envie de les remercier. Et merci d'être venus, parce que c'est pas toujours évident un soir de semaine en tout cas. Merci. On a bien pris note aussi, on vous a demandé quand vous vous inscriviez si vous avez des questions. Donc ça, je vais renvoyer la balle à François. On va collecter les questions et puis on fera certainement sur les réseaux sociaux ou sur le site des réponses en fonction des questions que vous avez soulevées et pour lesquelles vous avez envie d'avoir des réponses. Voilà, je vous souhaite un bon retour.